Forever Young, I want to be forever young. Voilà pour introduire ce 78e congrès. Roulez jeunesse, merci à toutes et tous d'être venus toujours aussi nombreux ici au Beffroi de Montrouge. 78e édition pour ce congrès de l'association de référence, la fédération de référence, la FNTR. Pourquoi Rouler jeunesse, justement. Pourquoi cet appel qu'on se lance, qu'on vous lance aujourd'hui? Parce que votre secteur, comme bien d'autres en France, il est confronté à des sujets, à des enjeux d'attractivité également, de formation, de pénurie aussi de candidats qualifiés. Puis vous ajoutez que votre profession bouge, hein, vous le savez, comme un petit peu partout en France. Le secteur du transport est confronté à des transformations. Et on s'était déjà posé la question l'an dernier, est-ce que nous serons prêts pour la transition énergétique? Alors dès lors, comment est-ce que vous allez séduire? Comment est-ce que vous allez attirer justement, garder également dans vos entreprises les talents donc, du transport routier? Comment vos entreprises elles peuvent accompagner la montée en compétences des jeunes dans un secteur qui est de plus en plus digitalisé, qui est de plus en plus conscient, soucieux des questions environnementales, bien entendu. Et puis évidemment, la question de la formation, la question de la rémunération également, elles sont fondamentales. Et c'est pour ça qu'on lance cet appel Rouler jeunesse. Rouler jeunesse, et d'ailleurs vous en entendrez quelques-uns, et j'ai envie de dire même quelques-unes, parce que la profession, elle se féminise. On en entendra tout à l'heure sur scène, bien sûr, qui viendront témoigner. Et ils en sont fiers, elles en sont fières. Alors, on est ensemble jusqu'à 13 heures, avec, comme à chaque fois, un casting exceptionnel. Les plus grands acteurs du transport, les plus grands acteurs du secteur, des économistes, des spécialistes, certains qui sont venus de très loin, n'est-ce pas? Là, je vois au premier rang, c'est un pays très froid de l'autre côté de l'Atlantique, vous verrez tout à l'heure, juste avant 13 heures. Vous pouvez nous suivre évidemment, parce que certains nous suivent à distance, que je salue bien sûr. Alors il y a évidemment Twitter, enfin l'ex-Twitter, X également, le hashtag Congrès FNTR, tout attaché sur LinkedIn, bien entendu. Et puis bien sûr, il y aura une rediffusion en replay pour tous ceux et celles qui malheureusement n'auront pas pu assister à ce 78e congrès, ce jeudi matin du mois de novembre. Voilà, avant de donner la parole à tous ces spécialistes, tous ces experts, j'appelle celle qui, avec toutes ses équipes, a organisé donc, ce 78e congrès, Madame Florence Berthelot, s'il vous plaît. Venez Florence, la déléguée générale de la FNTR, qui n'a pas ménagé ses efforts depuis des semaines, des mois, avec Camille Micosi, avec Karine Saï et d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais enfin voilà, je pense à elle en particulier. Bon, comment ça s'est passé l'Assemblée générale hier, Florence? Écoutez, plutôt bien, on était nombreux et on a abordé un certain nombre de sujets, pas tous, ils sont tellement nombreux, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais on a évidemment, comme vous l'avez dit, parlé de transition énergétique, de social, d'économie, de travail de nos commissions spécialisées, de financement beaucoup aussi, de formation professionnelle et d'emploi. Donc on balaye tous les sujets qui concernent nos entreprises et il y a eu de la participation, des questions, des échanges et c'était vraiment passionnant. Et puis il y a eu un événement hier aussi. Ah bon? Oui, il paraît, j'ai entendu parler de ça, j'ai Laissez-moi écouté la radio ce réfléchir. matin, il paraît que Jean-Christophe Pic n'est plus là, alors que d'habitude il préside Si, il est là, le congrès, il est là bien entendu, bien sûr, mais il sera là, non, on a eu des élections. Il y a eu des élections et il y avait un président et maintenant il y a une présidente dans la personne de Florence Dupasquier. Florence Dupasquier, s'il vous plaît. Florence Dupasquier, alors ça tombe très bien, cette thématique Rouler jeunesse, parce que vous êtes à la tête d'une formidable boîte qui s'appelle la SAMAT, qui se trouve dans le département de l'Isère, à Vienne à peu près, tout à côté de Lyon. Vous êtes l'un des leaders européens du transport de matières dangereuses. Et quand je parle de Rouler jeunesse, vous avez pris la succession de votre père malheureusement disparu et vous aviez 29 ans. Voilà, un exemple inspirant justement, voilà, qui va... nous donner un bon exemple tout au long de la matinée justement sur comment cette jeunesse s'empare quelque part du transport routier. On vous retrouvera tout à l'heure, Florence Dupasquier. Et on a renouvelé aussi notre conseil de direction où on a aussi donc de nouveaux arrivants et 3 femmes
C'est ce que je qui disais, n'était pas le féminisation. cas jusqu'à présent. Et alors pour l'anecdote, Fabrice, il y a une règle qui veut que quand il y a 3 femmes dans une réunion, ça rehausse le niveau de la réunion. Il paraît, c'est ce qu'on dit, hein, voilà. Comme on dit, vaut mieux entendre ça que d'être sourd, n'est-ce pas? Absolument. Bon, bah c'est bien tout ça. Bon, en tout cas, Florence Dupasquier, on la retrouvera tout à l'heure, juste Tout à avant fait. 13h. Et elle sera accompagnée par le nouveau ministre des Transports, décidément, que de renouvellement. Donc, une nouvelle présidente, un nouveau ministre des Transports, François Durovray, qui normalement sera là juste avant 13h. Il tenait absolument à être ici avec vous, puisque au moment où on se parle, il est au Havre avec Catherine Vautrin. Il va faire en sorte de rentrer le plus vite possible. Et Absolument. il a eu Florence Berthelot au téléphone. Je crois qu'il n'a pas du tout le choix, le pauvre. Hein. Oh là, ça rigole plus. Hein. Bon, merci beaucoup, Merci Florence, Fabrice, Florence Berthelot, donc bon la déléguée congrès. générale de la FNTR. Alors, je le disais, voilà, il y a souvent des a priori, vous savez, dans les secteurs professionnels, voilà, et surtout un vieux secteur comme le vôtre. Quand je dis vieux secteur, c'est absolument pas péjoratif, bien entendu, mais le fait qu'on fasse le 78e congrès montre que quelque part, vous êtes déjà installé dans le paysage depuis bien longtemps et vous êtes tellement indispensable. Et ce métier, donc, il est indispensable, mais aussi, c'est un beau métier dont vous êtes fier également. Un métier qui change et qui doit attirer des garçons comme des filles. Florence nous parlait il y a quelques instants de féminisation du bureau, mais on peut parler de la féminisation du secteur. Regardez justement Anaïs Rodriguez, elle est fière de travailler chez Boucro Alimentaire. Je m'appelle Anaïs Rodriguez, j'ai 21 ans et je suis conductrice de poids lourd chez les transports Boucro Alimentaire. J'ai voulu faire ce métier tout d'abord par passion. J'ai 2 oncles qui sont dans le transport, donc j'ai pu faire un petit peu d'entreprise avec eux en stage. Et j'ai pu passer mes formations au lycée Henri Ferté à Gré sous forme de bac professionnel sur 3 ans. J'ai pu également faire un stage en entreprise chez les transports Boucro Alimentaire. Jean-Marc m'a laissé ma chance et m'a embauché par la suite. Certaines personnes, lorsqu'on arrive dans le lieu de chargement, sont un petit peu surprises en me demandant comment je fais pour conduire ça. Concernant ma famille et mes amis, j'ai beaucoup de personnes dans ce milieu-là, donc c'est pas forcément étonnant, mais au tout début, c'est vrai que ça a été un petit peu surprenant venant de moi, mais ils voient que ça me plaît, donc il n'y a pas de question à se poser. Aujourd'hui, on a beaucoup de matériel comme les directions assistées ou les boîtes automatiques. Il y a beaucoup de types de transport qui demandent moins de force que d'autres. Donc, c'est vraiment adapté à tous et à toutes surtout. Donc, tout ce que je vous dirais, c'est de ne pas hésiter. Si le métier vous plaît, lancez-vous et on s'en fout du regard des autres. Elle a raison, hein, elle a raison. Elle est super, Anaïs, on l'applaudit. Lancez-vous et qu'est-ce qu'on se fout du regard des autres, hein. Elle a tellement raison. Voilà un autre exemple inspirant. Il y en aura d'autres évidemment tout au long de cette matinée. Auparavant, c'est un rendez-vous, j'allais dire attendu chaque année ici même au congrès donc de la FNTR, bien sûr. Plus de 15 ans de fidélité avec les incontournables, les excellents spécialistes, économistes, experts de la Banque de France, hein, pour dresser un panorama économique du pays, des entreprises, et spécialement celles, bien sûr, de votre secteur. Leurs travaux sont précieux. Voici donc Karine Jupin. Bienvenue, Karine. Prenez le micro, on va s'installer tous les deux ici sur cette scène du Beffroi à Montrouge. Karine Jupin, qui est directrice régionale de la Banque de France dans les Hauts-de-France. Voilà, on se voit chaque année. Karine, voilà, une année se termine, une année va démarrer dans quelques mois, bien sûr. On va déjà revenir sur, évidemment, l'année 2023, parce que là, vraiment, on a un panorama complet de ce qui s'est passé, évidemment, l'an dernier. Est-ce qu'on peut dire que l'heure est au ralentissement? Oui, non? Je pense qu'on peut dire oui. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour ces propos introductifs, Fabrice, qui sont très positifs. Positifs, sincères, et je pense que tous ceux et celles qui suivent ce congrès de la FNTR chaque année, et puis tous ceux qui arrivent cette année,
totalement vont approuver ce que je disais. Allez-y, Karine. L'année Alors, 23. En effet. Alors, si j'ai préparé quelques petites slides sur l'année 23, peut-être déjà vous donner quelques éléments sur notre tissu économique du transport routier de marchandises, en vous disant que vous parliez de ralentissement. On a aussi des créations d'entreprises qui ont ralenti au cours de l'année 2023. Alors, c'est une tendance générale de l'économie française, mais c'est aussi le cas dans le transport routier de marchandises. Et je le dis parce que sur ces dernières années, c'était plutôt un indicateur dynamique. Et on voit aussi, parce qu'en effet, je remercie la FNTR pour leur confiance, mais comme vous l'avez dit, ça fait 15 ans qu'on fait cette étude-là, et on voit qu'on est plutôt à un point bas, avec, en fait, on regarde le taux de création, donc c'est les créations d'entreprises sur l'ensemble des entreprises, et on voit là, en 2023, on est plutôt sur un point bas. Et puis, quand on regarde cet indicateur avec le taux de défaillance, là aussi, on se rend compte que le taux de défaillance, il progresse. Donc, dans le secteur du TRM, vous voyez, c'est le graphique de bas en bas. Donc, à la fois, il progresse, c'est le cas dans l'ensemble de l'économie. On a une progression des défaillances, pour deux raisons. La première, c'est que on a eu une période pendant la Covid où on a eu un fort ralentissement des défaillances par rapport aux aides publiques qui ont été apportées, donc beaucoup moins de défaillances. Donc depuis, on a un effet rattrapage. C'est le cas dans les TRM aussi, mais un peu plus fort que dans l'ensemble de l'économie. Et il faut se dire les choses, l'activité ralentit et il y a aussi des défaillances qui sont liées à ce ralentissement de l'activité. Donc il y a ces deux éléments, et si on projette la courbe sur 2024, le premier semestre 2024, on a là aussi une progression des défaillances qu'il faut aussi analyser avec les créations d'entreprises qui sont en retrait, mais malgré tout, on a en France sur un an, on a plus d'1 million de créations d'entreprises. Donc il faut aussi la troisième année de suite qu'il y a plus d'1 million d'entreprises qui sont créées chaque année. Voilà. C'est formidable. Voilà. Donc c'est aussi un élément à analyser. Alors si on regarde notre activité sur l'année 2023 dans les TRM. Alors quand je dis l'activité, un indicateur, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Alors c'est une année où le chiffre d'affaires, il a un peu progressé, mais on est quand même plutôt sur une croissance un peu molle, je dirais, et un décrochage avec le secteur du service aux entreprises de façon générale, parce que jusqu'à 2022, on avait la même progression de chiffre d'affaires, et là on voit que depuis 2022, le peloton se sépare, et vous voyez la courbe rouge, c'est l'ensemble des services aux entreprises, et puis notre secteur du TRM en bleu plus foncé. Alors cette je dirais quasi-stabilité des chiffres d'affaires, il y a deux raisons principales. La première, c'est que il y a un ralentissement de l'économie, donc secteur du transport travaille avec les autres secteurs, et que peut-être les secteurs qui ralentissent plus particulièrement, comme la grande distribution en lien avec la consommation, là aussi un peu au point mort, et puis aussi le secteur du bâtiment, c'est quand même des clients significatifs du secteur des transports. Donc les volumes transportés sont pour certaines entreprises en diminution, et puis il y a l'effet aussi du repli du prix du gazole, qui les autres années on disait qu'il boostait le chiffre d'affaires, là c'est plutôt l'évolution inverse. Donc il y a ces deux éléments, on parle activité, et ce qui est aussi important, c'est les marges. Parce qu'on a cet indicateur sur le chiffre d'affaires, mais les marges, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc voilà, c'est vraiment les marges, c'est le cash que va dégager les entreprises de leur activité. Et là, vous savez mieux que moi que le secteur du transport, c'est un secteur où les marges, elles sont faibles structurellement, et au cours de cette année 2023, elles se sont encore contractées,
parce que vous voyez, donc l'indicateur qu'on analyse, c'est le résultat courant avant impôt. Donc on est plutôt en bas du compte de résultat, c'est-à-dire on intègre tout, le chiffre d'affaires et puis ensuite tous les postes, voilà, tous les postes. Voilà, tous les postes de charge. Et donc, vous voyez qu'on arrive à un taux de marge de 1,4% en 2023. Donc, je vous dis, c'est faible, c'est structurellement faible, mais là aussi, on est à un point bas sur la période 2019-2023. Alors, et puis on est, ça c'est tous les ans la même chose, en deçà des autres périmètres de comparaison, que ça soit l'économie dans son ensemble ou alors le secteur des transports. Alors qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'année 2023 ? Deux constats. Le premier, c'est que en 2022, on avait déjà eu ce ralentissement d'activité, mais en fait, on avait des subventions comme l'aide aux véhicules, je vous avais dit l'année dernière, qui venaient quand même amortir le choc de la baisse des volumes, et en 2023, on est revenu à des niveaux de subventions, je dirais, de longue période, classiques, qui fait qu'on a un taux de rentabilité un peu contracté. Et puis il y a aussi l'évolution des salaires, enfin certains postes de charge et aussi les salaires en lien avec l'inflation. Il y a eu une revalorisation des salaires globalement dans l'économie qui font aussi que c'est des charges fixes, les salaires, l'amortissement du matériel, et que quand on a des volumes un peu moins élevé, on a un niveau de charge fixe plus difficile à amortir. Donc voilà pourquoi on est sur ces niveaux de marge plus bas. Et au-delà de ça, il y a un point, je pense, je dirais, de vigilance, c'est sur les entreprises qui sont déficitaires en 2023, parce que vous voyez, c'est le cartouche de droite, on a 4 entreprises sur 10 qui sont déficitaires. Alors, à la fois, on est sur des niveaux de marge qui sont bas, donc ça peut plus facilement passer d'un côté ou de l'autre, mais malgré tout, 4 entreprises sur 10, on est proche du constat des années 2008-2009 au moment de la crise financière puis économique. On a la chance d'avoir toutes ces données historiques, donc on est à ce même niveau. Et puis on a quand même pris 9 points par rapport à 2022. Donc on voit bien que là, je dirais que c'est quand même un petit warning qui s'allume sur ces entreprises déficitaires. Ça veut dire quoi, Karine? Vous venez de dresser un tableau un petit peu sombre, dans un contexte de ralentissement en 2023. Ça veut dire quoi, les entreprises, leurs entreprises, vos entreprises, est-ce qu'elles sont armées quand même financièrement pour affronter la suite ou pas? Alors, super, Fabrice, vous me faites la transition pour la suite. Peut-être juste avoir un petit point sur les effectifs pour dire que dans ce contexte-là, le niveau des recrutements, il est plutôt limité. Mais malgré tout, il y a quand même une progression des effectifs parce qu'on est dans un secteur où il y a un renouvellement important. De départ à la retraite, qui a des difficultés de recrutement, vous l'avez dit en intro, donc des difficultés de recrutement, du renouvellement, et puis aussi au-delà du renouvellement lié au départ à la retraite, un turnover qui est significatif dans le secteur. Donc tout ça conduise à avoir une petite progression des effectifs. Et donc pour répondre à votre question sur les structures, alors ce qu'on observe, c'est que cette baisse des marges sur la structure financière, le niveau des fonds propres, on reste sur des structures qui sont saines, sur le niveau des fonds propres et sur l'endettement. Alors le taux d'endettement, il diminue un tout petit peu par rapport à l'année dernière. C'est surtout lié au remboursement des PGE
qui font que ils s'amortissent au fil des années, et que du coup on constate cette petite baisse du taux d'endettement. Donc là, je dirais des structures qui sont saines, un niveau de trésorerie là aussi qui diminue un petit peu, mais qui sont aussi liés au remboursement des PGE. Petit à petit, on voit qu'on se rapproche des niveaux de 2019. Et puis, par contre, en lien avec votre question, il y a un indicateur qui je dirais la même chose, un petit peu point de vigilance, c'est les capacités de remboursement. Capacité de remboursement, en fait, on regarde l'endettement brut des entreprises par rapport à ce qu'on appelle la CAF. Alors, la CAF, en fait, c'est le cash généré plus les dotations d'amortissement du matériel. Et on regarde cette donnée-là, et en fait, l'indicateur, c'est que lorsqu'on dépasse 7 ans de CAF pour rembourser la totalité d'endettement, l'entreprise, elle devient fragile. Elle devient fragile parce qu'en fait, c'est plus difficile à se financer. C'est un indicateur pour les banquiers. Au-delà de 7 ans, ça va être difficile à aller décrocher de nouveaux financements. Et on sait qu'on est dans un contexte où c'est nécessaire d'investir. Et donc là, vous voyez, l'année dernière, on avait une entreprise sur 5 qui était dans cette situation-là. Et là, on en a une sur 4. Et ça, c'est l'effet de la baisse des marges. Parce que il y a un peu moins de cash qui est généré, et ça se retrouve sur cet indicateur-là. Donc on voit, on le voit, d'autant plus que je vous disais 4 entreprises sur 10 qui sont déficitaires, mais sur ces 4 sur 10, il y en a la moitié, elles étaient déjà déficitaires l'année d'avant. Donc une année, on amortit. Après, si ça se cumule sur plusieurs années, ça devient plus fragile. Et alors, vous le disiez tout à l'heure, Karine Jupin, on crée de plus en plus d'entreprises en France. Hein, on a dépassé le cap du million d'entreprises créées globalement en France, hein, évidemment, oui. au-delà du transport routier, oui. Bien entendu, bien sûr. Alors justement, puisque notre thématique, c'est rouler jeunesse, quid des jeunes entreprises du secteur? Vous avez enquêté aussi. Voilà, en lien avec la thématique, on a fait un focus particulier sur les jeunes entreprises, donc celles qui ont été créées depuis 3 ans. Et en fait, on se rend compte que le secteur se rajeunit. Parce que vous voyez sur les slides, donc on a plus de la moitié des entreprises qui ont moins de 8 ans. Donc c'est un peu plus important que l'économie dans son ensemble. Et puis si on fait un focus sur les moins de 3 ans, là on en a un tiers. Et on est passé, de 30% à un tiers. On voit que c'est un secteur qui se rajeunit et qui pour le coup, avec des dirigeants qui sont plus jeunes aussi, puisque on a 35% qui ont moins de 40 ans. Quand c'est 26% au niveau de l'économie dans son ensemble. Donc là, vous voyez, c'est significatif dans ce secteur-là. Alors, ça reste... Et on en aura des exemples tout à l'heure sur ça. Oui. Je pense à Marie Frick, qui vient du Haut-Rhin, justement, qui sera avec nous tout à l'heure. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres jeunes dans la salle aussi. Karine. Voilà. Et alors, c'est un secteur, les dirigeants restent encore très majoritairement des hommes. Il y a 85% des dirigeants dans ce secteur-là qui sont des hommes. Alors, je suis ravie de voir que le président est une présidente. Pour la première fois, si je dis pas de bêtises, c'est une présidente à la tête de la fédération et aussi au niveau du conseil d'administration. Et c'est super chouette dans un univers où les dirigeants, ça reste très masculin. Et c'est aussi le cas, encore plus dans les jeunes entreprises. C'est 87% dans celles qui ont été créées depuis 3 ans qui sont dirigées par un homme. Alors, on s'est dit comment elles se comportent, ces jeunes entreprises, quels sont les résultats, quels sont le modèle, est-ce qu'elles réussissent mieux, moins bien que l'ensemble du secteur. Alors en fait, on a analysé 2 indicateurs de marge, à la fois la valeur ajoutée et puis la valeur ajoutée dégagée, et puis aussi un indicateur un peu résultat courant avant impôt, comme tout à l'heure, plus bas dans le compte de résultat. Alors, 2 constats.
Les entreprises plus jeunes, elles ont un meilleur taux de valeur ajoutée, puisque vous voyez, elles sont à quasiment 38%, quand c'est 36% dans l'ensemble du secteur. Et on voit que c'est le cas sur les 3 dernières années. Mais en fait, c'est un peu en trompe-l'œil. C'est parce que le modèle d'organisation, il est différent. Parce que les plus jeunes entreprises, elles font moins de sous-traitance. Et vous savez, dans la valeur ajoutée, en fait, on prend le chiffre d'affaires, on enlève tout ce qui est achat, marchandises, charges externes. Et ce poste sous-traitance, il est au niveau des charges externes. Donc, c'est un poste qui est moins élevé pour les entreprises qui sont jeunes, parce qu'elles sous-traitent moins. Et donc, il en découle un taux de valeur ajoutée plus élevé. Après, quand on regarde sur l'ensemble des postes de charge, on voit que c'est des entreprises qui ont un taux, quand tout à l'heure on était à 1,4 pour l'ensemble du secteur, là on est à 0,8 sur les entreprises jeunes. Alors, pour différentes raisons, mais elles investissent plus. Donc, elles ont des dotations aux amortissements, des charges d'intérêt qui sont plus élevées. Et puis, elles ont aussi, elles sont en cours de création, de développement. Donc, elles ont un volume d'activité un peu moins, avec des charges de personnel qui pèsent plus, parce que c'est plus difficile à les amortir compte tenu du niveau d'activité. Donc, bon, voilà. Et voilà, c'est assez intuitif. On verra, je dirais, on aura d'autres témoignages. Encore quelques mots, Karine Jupin, donc directrice régionale de la Banque de France, donc dans les Hauts-de-France. On a eu la photo de 2023, hein, voilà, qui est développée, bien entendu, hein, puisque ça y est, l'année est terminée. On va se projeter dans le futur. Déjà, tiens, on fait 2024. Ça se termine comment 2024? C'est dans 1 mois et demi que ça se termine. 2024. On est sur les mêmes tendances, oui. C'est-à-dire à la fois des volumes transportés qui sont pas forcément au rendez-vous, parce que ce que je vous disais sur le ralentissement de l'économie, c'est le cas. Et puis je vous parlais tout à l'heure de la grande distribution et du bâtiment, mais on sent aussi dans l'industrie de façon générale, dans l'industrie où l'activité est là aussi au ralenti. Donc les tendances, elles se prolongent sur l'année 2024. Cet été, le secteur des transports, certaines entreprises ont été aussi impactées par les Jeux olympiques et paraolympiques, mais pas toutes dans le bon sens, dans le sens où ça a été parfois plus compliqué d'accéder à certains endroits, certains chantiers, et que certaines entreprises nous ont dit en Île-de-France, mais aussi dans d'autres régions qui travaillent avec l'Île-de-France, que ça a pu perturber l'activité. Donc le dernier trimestre, là aussi en termes d'activité. Et puis on constate ce qu'on voyait là, mais sur les marges, là aussi Elles vont encore baisser. En tout cas elles vont, elles ne progressent pas. Et sur les délais de paiement, on n'en a pas parlé, mais on a aussi des délais de paiement qui pour les plus petites qui s'allongent. Donc ça aussi, ça évidemment ça impacte les trésoreries. Ouais. Donc voilà pour l'année sur les l'année 24, donc ralentissement donc des volumes. Et si on doit se projeter sur 2025, alors dans un contexte géopolitique que l'on connaît, dans un contexte économique, alors bon, sauf si ça se réveille du côté des États-Unis, je ne sais pas. Enfin bon. On voit qu'on est en période d'incertitude, à la fois géopolitique, mais aussi au sein de notre pays, des incertitudes aussi politiques, et l'économie, elle n'aime pas l'incertitude. Et des incertitudes fiscales aussi, bien entendu, qui pèsent sur les entreprises dans un contexte de chasse au déficit, etc. Voilà. Etc. On écoutera d'ailleurs, j'espère qu'il l'évoquera tout à l'heure, le nouveau ministre des Transports, François Durovray, qui viendra répondre justement à la profession, aux inquiétudes. Allez-y, Karine. Alors, je vois quand même des signaux positifs dans ce climat un peu morose. Le premier, c'est que l'inflation est derrière nous. On sait très bien que là aussi l'inflation, c'est facteur d'incertitude pour l'investissement, pour les carnets de commandes. Donc ça, c'est derrière nous. Deux, ce recul de l'inflation légitime la baisse des taux directeurs.
Il faut qu'elle arrive, cette baisse des taux. Voilà, on a déjà eu plusieurs baisses des taux, mais les indicateurs macroéconomiques nous poussent à dire que cette baisse des taux, elle va perdurer. Donc, la question, c'est plutôt à quel rythme. Mais voilà, aujourd'hui, quand on regarde les prévisions de marché sur la fin d'année 2025, on s'approche de taux autour de 25%. Ça me semble assez réaliste. Voilà, comme disent les économistes, à contexte identique. Et c'est là où on voit que l'impact géopolitique et l'incertitude géopolitique est forte actuellement, mais il y a ce contexte de baisse des taux qui va être favorable pour l'investissement. Et puis depuis quelques semaines, ces premières tendances, mais on sent qu'au niveau de la consommation, c'est un peu mieux. Mais c'est tout neuf. Sur les dernières enquêtes là du mois d'octobre, on a plusieurs signaux sur la consommation. Donc on peut espérer avec ces contraintes de taux qui se desserrent, l'investissement qui repart à la fois côté entreprise mais aussi ménage avec le crédit à l'habitat, là aussi des meilleurs niveaux de production de crédit à l'habitat depuis l'été, parce que derrière c'est toute une chaîne qui va se mettre en place, toute une chaîne qui va se mettre en place. Et voilà, on est partagé entre ce côté incertitude géopolitique, politique, et puis ces signaux très concrets qui font que c'est positif. C'est positif. Vous êtes optimiste quand même, Karine? Moi, je suis, c'est ce que je vous disais. Ces trois signes-là, je pense qu'on peut être positif par rapport à ces trois signes. Et puis, si on fait un petit focus secteur du TRM, on a ce sujet de l'investissement. Là aussi, on voit que c'est un élément important pour le secteur. On est à une période à beaucoup d'interrogations sur quels investissements. On voit qu'il faut aller de l'avant. On voit qu'on a des capacités qui sont malgré tout limitées. Donc c'est un enjeu pour le secteur. Voilà, et investissement, et on en parlait ici même à la même période, il y a un an, au 77e congrès, et tout ce qui concerne la décarbonation. Et la décarbonation, on sait que ça coûte cher, justement, et la question, est-ce que le client sera prêt à payer les coûts liés à cette décarbonation? Voilà, éternel débat, bien sûr, Karine. Exactement, exactement. Bon, c'est tout? C'est bien? Bon, voilà, on se termine sur un sourire. Hein. C'est bien, on applaudit Karine Jupin, s'il vous plaît, mesdames, messieurs.